So, we very much hope. Bien. Nous espérons que Desmond Tutu va se remettre et qu'il sera mieux qu'il y a quelques semaines de cela. Mais bon, en tout cas, c'est très bien comme message. Hein, c'est plein d'énergie. Bien, nous allons continuer maintenant. Passons au point suivant à l'ordre du jour. Il s'agit en fait d'un projet de décarbonisation. J'espère que je ne vais pas trop promettre. Nous allons écouter Olivier Rousseau, qui est directeur exécutif Fonds de réserve pour les retraites. Il va nous parler de ce gros fonds de pension, ce fonds de réserve pour les retraites, et de leurs pratiques, ce qu'ils essaient de mettre en œuvre. Je m'appelle Dagmar Demmer, je travaille à Berlin pour le Tagesspiegel, et je serai là également pour la deuxième table ronde de l'après-midi. Vous avez la parole. Très bien. Les transparents vous seront remis, donc je vais les passer en revue très rapidement sans doute, pour que nous ayons plus de temps après. Alors, le cadre d'investissement a été décrit. Nous avons 36 milliards d'euros d'actifs gérés. Nous avons été créés par l'État en 1999. Notre objectif était de rassembler des fonds qui venaient de budget de l'État et d'investir cet argent afin de contribuer au financement des régimes de retraite en France, étant donné que la population vieillit, étant donné qu'il y a de la pression sur nos systèmes de retraite, comme c'est le cas un peu partout. Bon, nous avons commencé tout ceci plus tôt que prévu. Il y a une réforme en 2010 des systèmes des retraites, et ceci a signé la fin des fonds envoyés au FRR, et au contraire, à partir de 2011, nous avons commencé à payer des retraites avec 2,1 milliards d'euros par an entre 2011 et 2024 à financer, enfin à donner. Ensuite, avec la crise financière et avec les changements liés au fonds de pension, fonds de réserve pour les retraites, je peux vous dire que nous sommes plutôt occupés. Mais lorsque la situation a commencé à se calmer un peu, nous sommes revenus à nos objectifs premiers. Et notre objectif premier était le suivant. Nous voulons être un acteur qui compte et qui est décent dans cette course, si je puis dire. Alors, c'est transparent pour vous montrer ce que nous avons dans notre portefeuille. Vous voyez, la moitié, ce sont des obligations. Nous voulons en fait un bon niveau de couverture. Si je regarde nos obligations de retraite, nous ne voulons pas non plus avoir un système trop liquide, étant donné les limites fixées pour 2024. Nous ne savons pas exactement quelle est la limite, mais en tout cas, nous sommes prudents. Nous voulons limiter nos investissements à la date de 2024. Donc, nous avons beaucoup d'actifs liquides et beaucoup d'actions, c'est-à-dire voilà un système de gestion à la fois passif et actif. Nous avons des croyances très fortes. Nous pensons que nous pouvons avoir une partie en gestion active, et ces marchés efficaces ont besoin de stratégies passives. Il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir une pondération par capitalisation. On peut avoir un smart beta, etc. Quoi qu'il en soit, on peut répéter des indices qui existent. Ça, c'est une solution qui est peu onéreuse et qui est très bonne pour l'intérêt des personnes qui souhaitent comprendre le fonctionnement du FRR, c'est-à-dire les contribuables français. En fin de compte, nous avons identifié le carbone en tant que risque chez nous, c'est-à-dire nous, investisseurs institutionnels. Notre mandat est extrêmement clair. Nous devons suivre la loi, et notre conseil nous dit également que nous devons avoir une rentabilité
très bonne dans le cadre des paramètres de risque que nous nous accordons. Ces paramètres de risque, cela veut dire les risques liés au marché, mais cela aussi comprend des facteurs ESG. C'est-à-dire que nous disons clairement que nous ne voulons pas investir, c'est-à-dire que nous désinvestissons des entreprises qui sont dans la production ou dans la vente de mines terrestres ou de munitions, par exemple, etc. Ça, c'est très clair pour nous. Bien sûr, en tant que personne, on n'aime pas toutes ces pratiques, mais c'est plus que cela, c'est plus que des convictions individuelles. La France a signé les accords d'Oslo et de Toronto. Je crois que c'est à Toronto, je crois que c'est le Canada en tout cas. Bon, la France a signé ces accords, la France suit ces accords. Nous sommes une institution publique avec de l'argent de l'État. Nous devons nous en tenir à ces objectifs. Et en ce qui concerne le reste, nous avons dit que pour nous, comme je vous l'ai dit, le carbone est un risque. Bien sûr, en tant que personne, je peux vous dire que quasiment nous tous, nous soutenons ce combat et nous soutenons cette transition vers un meilleur mix énergétique dans le monde. Et nous voulons bien sûr nous écarter du carbone autant que faire se peut. Et cependant, en général, nous sommes plutôt pratico-pratiques, et on sait qu'il faut que ceci ait lieu. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais lorsque nous gérons nos actifs, nos portefeuilles, bien sûr, nous prenons en compte la notion de risque. Nous avons identifié que le carbone, pour nous, est un risque. Et cette histoire commence il y a 1 an et demi de cela, en ce qui concerne le carbone en tout cas. Et à l'époque, nous parlions d'investissements divers et variés, de questions d'investissement, et avec d'autres gestionnaires d'actifs, c'est-à-dire Amundi. Nous avions à cette époque des discussions avec des gestionnaires d'actifs dans les centres financiers parisiens et parfois même ailleurs. Et l'un des thèmes qu'ils ont souhaité aborder avec nous, c'était le suivant. Ils nous ont dit, bon, nous, on a une solution investissement peu carbonée qui ne va pas vous coûter quoi que ce soit, si je regarde la performance de vos portefeuilles, mais qui va vous protéger contre un risque. Et le risque est le risque que les États mettent un prix sur le carbone. Et nous avons rapidement cru que cette démarche était plutôt bonne. Nous avons essayé de laisser de côté nos sentiments. Nous sommes, vous savez, des investisseurs. Et nous avons une mission très claire. Donc il ne faut pas trop non plus écouter son cœur ou ses sentiments. Mais en tout cas, de voir qu'on pouvait bien réduire le risque dans notre portefeuille, le risque qui viendrait du fait que le carbone aurait un prix qui aurait été fixé, c'était quelque chose d'intéressant. Et en même temps, la rentabilité aurait été plutôt bonne. Donc ça nous a tout à fait convaincus. Alors, le concept avait été lancé par Amundi avec le fonds AP4 suédois. Ils avaient développé une méthodologie pour ce type d'investissement. Alors, c'était des indices privés. Et nous, OFRR, on a besoin d'indices publics. On a également vu un avantage supplémentaire, si on avait un indice public, c'était la possibilité d'intéresser d'autres investisseurs et de leur fournir une nouvelle génération d'indices qu'ils pourraient utiliser et pour réplication passive. Ce qui était nouveau dans ce travail fait par AP4, Amundi, MSCI et nous, c'est que il ne s'agissait pas uniquement d'avoir des indices publics, mais il s'agissait d'aller vers la deuxième génération. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais ce qu'on appelle deuxième génération, c'est que l'objectif de réduction des émissions carbone, qu'on a défini comme étant les émissions de CO2 par dollar de chiffre d'affaires pour chaque entreprise. Mais on a également voulu s'intéresser à la question des
des actifs délaissés. Et on s'est dit que les entreprises qui avaient des réserves en énergie fossile présentaient plus de risques que les autres. Donc on a utilisé un filtre double. Tout d'abord, première sélection, les émissions. Donc premier filtre, les émissions. Donc les CO2 émis par dollar de chiffre d'affaires. Alors c'est ce qu'on appelle l'approche de meilleure qualité, mais on n'élimine que 20% des contrevenants, mais on ne veut pas aboutir à une situation dans laquelle on aurait un secteur qui serait totalement désinvesti. On veut que chaque secteur soit représenté avec au moins 70% de sa capitalisation boursière. Donc pour l'énergie, au moins 70% de la capitalisation boursière qui est représentée. Les matériaux, les compagnies de gaz et d'électricité, même chose. Deuxième filtre, sur les réserves. Nous éliminons les entreprises afin de réduire la teneur en carbone d'au moins 50%. Donc dans ces indices, nous définissons la teneur en carbone en termes de réserve carbone divisé par la capitalisation boursière de l'entreprise. Il y a une autre méthode dont on a entendu parler et qui semble assez séduisante. Et je ne dis pas que nous avons atteint la méthodologie parfaite, mais l'autre approche est assez intéressante dans la mesure où elle prendrait les réserves de combustibles fossiles et appliquerait un coefficient à chacun d'entre eux en termes d'émissions de CO2. Par exemple, le charbon, c'est 2 fois pire que le gaz, par exemple. Et c'est une autre façon de définir ces réserves. Mais ce n'est pas celle qu'on a utilisée pour ces indices leaders à faible carbone. Nos indices sont très viables. Et les survivants, finalement, après ces deux filtres, se retrouvent dans l'indice. Il y a juste un tout petit peu de gymnastique à faire parce qu'on veut que les indices aient une erreur très contenue par rapport aux indices qui sont pondérés par rapport à la capitalisation boursière. Parce que pour des investisseurs comme moi ou comme Philippe Desfossés-Deraf ou d'autres dans la salle, et je suis désolée si je n'ai pas cité tout le monde, mais c'est très bien de penser qu'on a la bonne stratégie. Mais au bout du compte, si vous n'avez pas performé et que la référence du marché, c'est l'indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, eh bien, on n'est pas dans une très bonne situation. Parce que, alors une année, ça va, mais si 2 ou 3 ans de suite, on vous dit, bon d'accord, on vous aime bien, vous ne débrouillez pas trop mal, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Ça a un impact. Et cela peut vous inciter à prendre les mauvaises décisions et en plus au mauvais moment. Alors, il faut réfléchir à la patience que les gens peuvent avoir vis-à-vis de la sous-performance. Et on s'est dit que si on pouvait contrôler le tracking error, eh bien, on pourrait également être attrayant pour les autres investisseurs. Alors, quelques résultats. Alors, je dois vous dire que ces résultats sont inattendus, ils sont meilleurs que ce qu'on avait espéré. Mais cela ne signifie pas que, soudainement, une fois qu'on a démarré nos investissements, on a réussi à convaincre le reste de la planète du fait qu'il y avait un danger carbone. Ça, c'est un processus à long terme, ou au moins à moyen terme. Je pense que bon, les choses avancent, mais il y a aussi une situation avec les prix du pétrole. Et c'est un indice dans lequel on aboutit à une sous-pondération des secteurs liés au pétrole. Et ça sera peut-être bien pour vous, mais pour ce qui est de l'Europe, depuis le début de nos investissements, début novembre l'an dernier,
jusqu'au 19 août. Alors, je ne mentionne pas ce qui s'est passé depuis. Les choses montent et descendent en permanence depuis. Alors, j'ai essayé de prendre les chiffres les plus proches possibles. Alors, nous avons surperformé de 2% en Europe par rapport à l'indice MSCI. Et en Amérique du Nord, un peu plus d'1%. Donc, c'est bien. C'est pas ce qu'on avait prévu. On voulait quelque chose qui soit en ligne avec les indices normaux pondérés en fonction de la capitalisation. Et si le reste de la communauté des investisseurs veut agir avec nous et faire la même chose que nous, mais après nous, ben ok. Maintenant, reste à voir à quel moment les États vont décider de fixer un prix pour le carbone. Ce n'est pas notre travail en tant qu'investisseurs. Nous, on est là pour envisager les risques liés à un tel prix qui serait fixé pour le carbone. Mais c'est au gouvernement de fixer ce prix. Donc ça a très bien fonctionné. Nous avons investi un peu plus d'1 milliard d'euros en novembre l'an dernier. Et en mars, environ 4,5 milliards d'euros. Et on espère atteindre ce chiffre l'été prochain. Donc on est à 2,5 milliards d'euros de décarbonisés, parce qu'on a ajouté 1,5 milliard d'euros en investissement Smart Beta, qui ont été décarbonisés il y a 1 mois et demi. Et c'est quelque chose qui est géré d'ailleurs par Amundi. Et ça nous a pris un petit peu plus de temps, parce que nous voulions être certains que nous serions en mesure de respecter l'intelligence de ce Smart Beta. Donc on a Smart Beta North America, on va faire la même chose pour l'Asie. Et ça y est. Ah, vous avez fini? Bon, bah écoutez, c'est parfait, quel timing. Là, je ne peux pas vous donner beaucoup trop de temps, mais il y a encore une question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que vous pondérez le risque carbone pour votre portefeuille avec la nouvelle méthode? Donc, combien de carbone reste-t-il? Est-ce que vous le savez? Et comment vous le comptabilisez? Désolé, monsieur Larsen est là. Alors, nous avons calculé l'empreinte carbone de notre portefeuille. L'an dernier, nous avions utilisé Truecost, qui est un fournisseur assez classique. Et les résultats ont montré que nous étions à environ 12% de moins que le portefeuille de référence pour ce qui est du carbone. Et le fait que nous avions converti un peu plus d'1 milliard d'euros de notre portefeuille d'investissement traditionnel vers des leaders à faible carbone a effectivement contribué à ce résultat. Et nous avons également investi dans des pays émergents, dans des marchés émergents. Et nous sommes là sortis des indices pondérés par capitalisation et nous sommes orientés vers d'autres types de méthodes. Et c'est vous savez que les indices sont très sales parce que il y a beaucoup de Petrobras, Gazprom, et dès qu'on sort de ces indices, eh bien, on réduit son empreinte carbone. Et ça, c'était un des aspects de notre stratégie. Alors, bien entendu, on s'attend à des chiffres bien meilleurs à la fin de cette année, grâce aux nouveaux efforts de décarbonisation que nous avons entrepris. Bien, merci beaucoup, Olivier Rousseau. Alors, on ne pourra pas avoir de discussion avec le panel et je dois malheureusement ne pas vous permettre de poser de questions, parce que sinon nous allons retarder le panel. Merci en tout cas pour l'heure. J'aimerais demander maintenant aux membres du panel de me rejoindre.